Bonjour à tous, donc merci à Kinesport, à Arnaud pour son invitation. Je suis radiologue et je vais essayer de vous parler d'une part de l'imagerie du LCA et d'autre part de ce qu'on fait de nouveau, de neuf dans ce domaine et qui peut être intéressant pour le présent et le futur très très proche. Alors, ah non, ça je suis revenu en arrière, ça va pas du tout. Voilà, donc en gros, pourquoi est-ce qu'on fait des IRM dans le cadre de suspicion d'atteinte du LCA? À quoi ça sert? Il faut savoir que la sensibilité du diagnostic de rupture du LCA en IRM, elle est seulement de 88%. Ça paraît élevé, mais c'est quand même pas énorme. La spécificité, quant à elle, elle est à 78%. Donc on a des mauvais chiffres. Pourquoi? C'est à cause des ruptures partielles et des atteintes fonctionnelles sans atteinte morphologique. Ce sont ces patients qui ont des instabilités antérieures avec un ligament qui est bon an, mal an, morphologiquement normal. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire encore des tonnes d'IRM à ces patients qui ont des suspicions de lésions du LCA? Eh bien, c'est pour le bilan des anomalies associées. Ça peut être les lésions ostéochondrales, cartilagineuses, ça peut être les lésions méniscales, ça peut être les lésions ligamentaires. Et c'est ça qui est capital, puisqu'on l'a vu dans les deux topos précédents, c'est ce qui va conditionner le type de prise en charge chez le patient ainsi que les délais. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ces chiffres que je vous ai montrés, qui sont somme toute assez vieux, hein, les réflexions sur l'IRM, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, c'est bien. C'est une réflexion qui date d'il y a pratiquement 25 ans. En 25 ans, l'imagerie et particulièrement l'IRM a considérablement évolué. Donc, je vais vous montrer comment, selon 3 axes, on peut faire mieux. Il y a l'IRM morphologique, c'est l'IRM de tous les jours, c'est l'IRM qui voit les choses. Il y a l'IRM dynamique, ça se développe pas mal. On fait bouger le patient dans l'IRM et ça peut avoir un certain intérêt. Et enfin, il y a l'IRM fonctionnel, c'est ce qu'on voit un petit peu plus à l'étage cérébral, mais qui se développe beaucoup en ostéo-articulaire, pour les raisons que vous savez, puisque un chirurgien passe son temps à manipuler le patient, de même qu'un kinésithérapeute ou un médecin du sport. Alors, il faut que je lise. Merde. Voilà, donc... Pour l'IRM, l'imagerie morphologique, la forme des choses, il faut savoir que maintenant, les nouvelles techniques nous permettent d'obtenir de meilleures résolutions spatiales et en contraste. Qu'est-ce que ça veut dire, meilleure résolution spatiale? C'est comme les télévisions, hein. Elles étaient haute définition, très haute définition, ultra haute définition, 4D, 8D, 4K, 8K. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la résolution des IRM augmente. Et puis, c'est pas du luxe, parce que vous pouvez vous dire, autant sur les télés, c'est peut-être du luxe, mais là, une IRM classique, ce sont quand même des coupes de 3,5 mm d'épaisseur. C'est considérable. Et en plus, ces coupes ne sont pas jointives. Quand vous regardez des sagittales de genoux, il y en a une vingtaine, elles sont toutes distantes de 0,3 à 0,5 mm. C'est assez énorme, c'est-à-dire qu'il y a une tranche de 0,5 mm que vous ne voyez pas. Donc, une fissure radiaire qui potentiellement peut passer à l'as. Comment on a fait au début? Avant d'avoir ces progrès-là, sur les anciennes machines, on a commencé à faire des séquences supplémentaires dédiées au LCA pour essayer de voir comment ça se passait. Alors, la première qui a été développée, c'est une séquence qui s'appelle la technique bifasciculaire. Donc, comme c'était un Français, amateur de jeux de mots, il a appelé la séquence BIFTECH, bifasciculaire technique. Et donc, en gros, ce sont des axiales qui sont... Ouais, ça se voit pas trop, si... Ouais, non, c'est pas terrible. Ce sont des axiales qui saucissonnent le ligament croisé antérieur. Quel est l'intérêt? Dans les ruptures complètes, pas trop, parce qu'on va le voir après, les ruptures complètes, le diagnostic est extrêmement simple. Simple. Mais disons qu'il est plus facile que pour les ruptures partielles, mais ça a un intérêt particulier, c'est qu'on peut aller voir chacun des faisceaux du ligament croisé antérieur. Donc on fait des coupes plus fines, hein, on était à 3,5, on est à 2 mm, elles sont jointives, ça veut dire qu'il n'y a plus de gap entre les coupes, on n'oublie rien, on enlève la saturation de graisse, donc le corollaire c'est que ces séquences ne servent qu'à ça. C'est-à-dire vous faites un genou, vous avez une suspicion de lésion partielle du ligament croisé et vous faites cette séquence. Donc c'était un peu lourd quand même de devoir le faire. Ça ressemblait à ça. Donc là vous voyez c'est une espèce d'axiale, mais vous allez voir que plus on défile, moins ça devient des axiales normales, c'est complètement de travers, c'est ça, ces axiales obliques. Vous voyez, on descend. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au centre de l'image
Alors c'est dommage, hein, parce qu'il y a des deux côtés. Alors peut-être que je vais quand même essayer de faire marcher ça. Yes. Voilà. Non, ça marche pas bien. Au centre de l'image, vous avez deux petites images noires, voilà, que montre la flèche, un tout petit peu plus haut. Deux petites images noires, et cette espèce d'image en cacahuète, c'est ça les deux faisceaux. Vous avez à gauche le faisceau postérolatéral et à droite le faisceau antéromédial. Donc on les voit très très bien. J'ai fait des zooms sur les prochains, donc ce sera plus facile. Donc on déroule comme ça. Prenons l'exemple de ce patient. Vous avez un ligament croisé antérieur que vous voyez normotendu, qui est un peu blanc. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe. Vous faites la technique. Donc elle est à droite. Et comme je suis sympa, j'ai zoomé à fond. Et en fait, on voit deux boules. On voit une boule noire à droite, c'est le faisceau postérolatéral qui est parfaite, et une boule blanche à gauche qui est le faisceau antéromédial. Et on voit que ce faisceau spécifiquement est atteint à peu près aux 3/4. Sur l'image actuelle, sur l'image antérieure, tout était mélangé. On avait envie de dire c'est une entorse bénigne, et alors que là on voit qu'il y a une perte de substance majeure dans le faisceau qui est spécifiquement responsable de la stabilité antéro-postérieure. Ensuite, l'équipe soignante en fait ce qu'elle veut, mais c'est une information qui a un intérêt. Il y a quand même un défaut à cette technique, c'est que vous pouvez voir les anomalies de signal, mais finalement les répercussions sur l'état de tension du ligament, vous ne le voyez pas. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Est-ce qu'il est touché? Quelle partie est touchée? Mais surtout, est-ce qu'il est encore fonctionnel? Alors là, ils ont fait la même chose, mais dans le plan longitudinal du LCA. Ils ont tourné autour pour essayer d'aller voir les deux faisceaux. Et là, vous avez cet exemple ici, où vous voyez la flèche noire, la flèche blanche, et vous voyez les deux faisceaux du LCA. On est parfaitement dans l'axe, et on peut dire si l'état de tension est bien ou pas. Alors elles sont très bien ces deux séquences. Le problème c'est que chacune elle pèse 2 minutes, 2 minutes et demie. Il faut être à la console pour le faire, il ne faut pas que le manip soit tout seul. Et il faudrait le faire pratiquement pour tout le monde, ce qui finalement n'est pas applicable. L'avantage c'est que maintenant on travaille majoritairement en 3D. Je vous disais tout à l'heure, nos coupes faisaient avant 3,5 mm. Là, elles font 0,5. Donc, elles sont 7 fois plus petites. Et c'est plus des coupes... Alors, on parle de voxel. Un pixel, vous savez, c'est une unité de surface. Un voxel, c'est une unité de volume. Et donc, chaque voxel ne fait pas 0,5 mm, il fait 0,5 ou 0,5, 0,5. C'est un petit cube de 0,5 mm. On acquiert un volume et on peut reconstruire dans les 3 plans, comme au scanner. Et du coup, toutes ces séquences-là qu'on avait avant, on peut les recréer à partir de cette espèce de pile. Tu passes état laser. Ah, cool. Merci. Donc on peut reconstituer les différentes coupes à partir des piles qu'on a. Alors, petit exemple que je vous montre. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez un petit film. Alors, il y a 200 coupes. Vous voyez, donc là, je les ai fait défiler à toute vitesse. Mais c'est ça qu'on acquiert maintenant, plus un T1 qui ne dure pas trop longtemps. Et c'est là-dessus qu'on va bosser. Comment on fait? Eh bien, vous voyez, on s'amuse, on remet dans tous les sens. Et vous avez... Alors, il paraît que j'ai un laser. Ouais, je l'ai ici. Vous avez ici, donc, la fameuse coupe beefsteak qui nous intéresse pour voir s'il y a un faisceau spécifiquement qui est touché. On continue. Là, on refait un petit peu dans tous les sens et on va obtenir des sagittales ici sur le faisceau antéromédial qui est bien tendu à 15 degrés de flexion ou plus ou moins en extension, et ici sur le faisceau postérolatéral qui est moins tendu quand on est en extension. Donc celui-là s'attache plus haut et plus latéral. Là, il est médial et il s'attache un tout petit peu plus bas sur l'échancrure intercondylienne. Donc c'est intéressant parce qu'on peut caractériser parfaitement l'anatomie interne du ligament et en plus parler de son état de tension, c'est-à-dire de sa compétence. Donc ça commence à être intéressant. Ensuite, je vous ai dit, la rupture complète, c'est facile. Pourquoi? Parce que non seulement ça peut se voir, il y a un trou dans le ligament, il est horizontalisé, etc. Mais il y a aussi des signes indirects, qui sont des signes d'instabilité que vous connaissez bien. Mais je pense que c'est pas mal de les répéter parce qu'on oublie à chaque fois. Il faut vraiment mettre tout ça dans la moulinette. C'est comme ça que les ruptures complètes ne passent pas à la trappe. Donc vous avez les doubles contusions du compartiment latéral qui sont des signes d'instabilité antérieure avec une spécificité qui est à pratiquement 100%. Pas 100% parce que c'est pas complètement validé chez les adolescents, pas complètement validé chez les jeunes femmes,
mais on est très proche. Pareil pour le tiroir antérieur qu'on peut voir au niveau du compartiment latéral, spécificité très élevée. La verticalisation du LCP qui n'est autre qu'une translation tibiale antérieure, très spécifique. La découverte de la corne postérieure du ménisque latéral, très spécifique. La fameuse fracture de second qui n'est rien d'autre que l'arrachement de l'attache distale du ligament antérolatéral, elle aussi particulièrement spécifique. Et enfin, les atteintes du point d'angle postéro-externe qui sont assez évocatrices, bien que absolument pas sensibles. Alors les exemples, la fameuse double contusion, quand vous avez ça, ça commence à sentir la rupture, le tiroir, la verticalisation du LCP. On passe maintenant, on parlait d'IRM morphologique, on passe à l'IRM dynamique. L'IRM dynamique, c'est particulièrement l'équipe de Lyon qui a développé ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre un système à compression pneumatique dans la machine qui était commandé soit par le manip, soit par le radiologue. Et on faisait un tiroir antérieur pendant qu'on était en train de faire des images sur le patient. Donc on avait une analyse morphologique en stress dynamique du LCA. Alors ça donnait des très très bons résultats dans le diagnostic de rupture complète, mais bon on s'en fout puisque l'IRM donne des très bons résultats dans le diagnostic de rupture complète. Et malheureusement, le seul élément où on l'attendait, c'était les ruptures partielles. Et là on a vu que dans l'étude qui est sortie, les valeurs étaient trop dispersées et que finalement on n'arrivait pas à être suffisamment discriminant dans ce sous-groupe-là. Voilà. Et puis en plus, l'analyse morphologique est souvent décevante. Alors je vous ai mis quand même quelques exemples de leur étude parce qu'elle est sympa. Là vous avez un patient normal où vous voyez le ligament croisé antérieur avec un état de tension normal qui reste normal avec l'application du tiroir antérieur. Et là vous avez un exemple pathologique. Alors c'est un peu noir, mais c'est comme ça parce qu'on fait très vite ces images, il y a moins de signal. Et vous voyez qu'il a une tête de chewing-gum ramolli qui ne change jamais malgré l'application d'une force au versant postérieur du tibia, donc c'est rompu. Passons maintenant au troisième volet. On a fait l'IRM morphologique, on a fait l'IRM dynamique, et maintenant on va faire l'IRM fonctionnel, et finalement c'est un petit peu ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est déjà le présent. On le fait déjà tous les jours, alors nous on le fait énormément avec le muscle, et on commence à le faire pour les tendons et les ligaments. Donc le principe de l'IRM, vous le savez, c'est d'étudier l'aimantation du milieu qui peut être modifiée par l'environnement biochimique. C'est pour ça que vous êtes capable de faire de la différence entre de l'eau, de la graisse, du muscle, mais aussi par la conformation anatomique. C'est-à-dire que suivant la direction des éléments, suivant la manière dont ils sont agencés dans le corps humain, il va y avoir une image différente. C'est ce que je vais vous présenter, c'est principalement l'étude de cette conformation anatomique et particulièrement le caractère anisotropique du ligament croisé antérieur. Vous savez, on dit qu'un milieu est isotrope lorsque les molécules qui le composent peuvent aller dans toutes les directions sans rencontrer de barrière. Un verre d'eau, c'est bien isotrope. Et un milieu anisotrope, c'est un milieu très contraint où vous allez avoir toutes les molécules qui vont aller dans le même sens. Par exemple, une gaine de tuyau d'eau, toutes les molécules d'eau, elles vont dans le même sens. Donc, le LCA est une zone particulièrement anisotrope, alors que vous prenez le contenu de la vésicule biliaire, c'est parfaitement isotrope. Et si vous regardez un ligament croisé antérieur qui est sain, il est très anisotrope, et quand il est pathologique, il se désorganise, donc il devient plus isotrope. C'est pour ça que ça nous intéresse de voir cette anisotropie, c'est-à-dire cette organisation, cette bonne organisation au sein des fibres du LCA. Alors comment on fait? Accrochez-vous. Il y en a pour 5 minutes, mais bon. Vous le savez, en IRM, qu'est-ce qu'on fait? On étudie des protons. Les protons, ils viennent de l'eau. Ça tombe bien, on en a plein dans l'organisme. Et quand on vous dit qu'on est constitué de plusieurs litres d'eau, l'eau, c'est pas que H2O. Vous savez que c'est un équilibre constant entre H2O, c'est-à-dire deux protons et un atome d'oxygène. Et en fait, il y a aussi un atome OH- et un proton H+, en équilibre à 1 ou 2% partout. Donc on a des protons partout qui se baladent dans le corps. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc on oublie l'eau et on prend le proton. Ce proton, c'est une petite charge élémentaire électrique. Et toutes les charges électriques, elles ont
un axe magnétique, comme la Terre par exemple. La Terre, elle a un pôle nord, un pôle sud. Eh bien, le proton aussi, il a un pôle nord, un pôle sud, donc il a un axe magnétique, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, si on prend notre corps humain, ça ressemble à ça. Des protons partout, et c'est le bordel. Et là, nous, on ne sait rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans une énorme machine, un tube, et c'est ni plus ni moins que ces électroaimants qu'on faisait avec du papier toilette quand on était gamin et un fil de cuivre autour. Hein. C'est exactement ça, c'est un électroaimant géant, une IRM, et du coup on applique un champ magnétique géant. Si vous jetez vos clés dedans, elle tue le patient, c'est très puissant. Et du coup, tous les spins des protons, c'est-à-dire les champs magnétiques, sont alignés, comme à l'armée. Tac, 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 et là on peut commencer à réfléchir. Du coup, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors je vais vous montrer, si j'arrive à zapper, hop, hop, je ne sais pas où du tout la commande. Sinon, vous pouvez zapper pour moi. Voilà. Il y a une petite vidéo. Donc là, vous voyez, ils tournent tous bien au garde à vous. On envoie des ondes radio, là, les espèces de vagues, et progressivement, ça va les dérégler, ça va les déphaser. Tous pareil. Ça les déphase. Donc on continue à appliquer la radio, on les charge en énergie, et on arrête. Et ensuite, chacun va libérer cette énergie en se remettant dans l'axe. Donc vous voyez, celui-là se remet dans l'axe et chacun va mettre de l'énergie. Alors vous voyez, ils ne font pas tous ça en même temps parce qu'on triche un peu. On essaie de décaler cette rente d'énergie en mettant des modifications du champ magnétique afin que tout n'envoie pas l'énergie en même temps, sinon on aurait une grosse vague d'énergie, on ne saurait pas d'où elle vient. Or, on sait qu'à la milliseconde 398, c'était celui-là qui devait rendre son énergie. Et ensuite, ce qu'on va calculer, pourquoi en IRM c'est blanc ou c'est noir, soit il envoie beaucoup d'énergie, c'est très très blanc, soit il n'en envoie pas du tout, c'est très très noir, et entre les deux, c'est gris. Et c'est exactement comme ça qu'on fait l'image d'IRM. Donc ça, c'est comment on fait toutes les images d'IRM. Ensuite, la technique qu'on utilise, ça s'appelle le tenseur de diffusion. Le tenseur de diffusion, il faut savoir que dans le corps, dans un verre d'eau, partout, il y a dans toutes les zones libres, liquides, les atomes, les protons, tout est animé de petits mouvements aléatoires qu'on appelle des mouvements browniens. Donc c'est comme ça que j'ai montré là, cette petite agitation. Voilà. Ça bouge. Un peu dans tous les sens, c'est complètement au hasard. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut savoir s'il bouge bien ou s'il bouge mal. Ça, c'est la diffusion. Et alors comment on fait? Finalement, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'on fait comme tout à l'heure, on lui met de la radio et on lui met une onde et on récupère cette énergie pour voir si ça bouge bien. Mais on va tricher, c'est qu'entre les deux, entre le moment où on l'a excité et le moment où il résonne, finalement, c'est comme une cloche qu'on tape et ensuite on écoute le son. Et bien là, entre les deux, on va le déphaser et le rephaser. C'est-à-dire, on va le faire basculer à l'envers et à l'endroit. Et on va faire tout ça au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il a bougé, il ne sera pas rephasé et du coup, il sera incapable de donner du signal. Par contre, s'il est resté en place, il va récupérer son signal et être capable de le rendre. Et donc, c'est comme ça qu'on a inventé la diffusion. Donc, en gros, ça donne ça. Enfin, même moi, je ne le comprends pas trop, ce schéma, mais on déphase une fois, on déphase de l'autre côté, et là, on arrive à avoir un écho. Mais si cette boule violette, là, le proton, elle est ici, elle n'est plus là pour avoir l'onde de rephasage, et bien dans ce cas-là, elle est incapable de vous fournir un écho. Ça, la diffusion, ça a révolutionné la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Ça permet de les voir au bout de 60 minutes, 90 minutes. C'est-à-dire qu'on peut les thromboliser, on peut sauver la vie des gens, alors qu'avant, on était obligé d'attendre 7, 8 heures pour avoir des signes en IRM. Et bien, le tenseur de diffusion, c'est encore plus vicelard. C'est qu'au lieu de voir uniquement si ça bouge, on regarde dans quel sens ça bouge. Eh bien, on va faire comme la diffusion, mais c'est dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on va déphaser et rephaser à droite, déphaser et rephaser à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, au milieu, à droite, etc. On fait 16, 25, 30, parfois jusqu'à 250 directions différentes en phasant, déphasant, pour savoir, 1, est-ce qu'il bouge, et 2, dans quel sens il bouge. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient comme ça c'est un milieu isotrope, donc ça bouge un peu dans tous les sens, mais ça c'est un milieu anisotrope, et donc on obtient un petit vecteur de mouvement. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, à la fin,
parce que c'est la machine qui fait tout ça, mais il faut bien connaître le principe. À la fin, on finit par avoir une somme de vecteurs qui vous trace, par extrapolation, l'orientation des fibres. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir la direction des fibres pour essayer de caractériser la fonction du LCA. Alors, pratiquement, ça donne ça. C'est beaucoup moins sexy que ce que je disais. Voilà, c'est une image assez moche, qui est l'image de diffusion, et ensuite, il va calculer toutes ces images ici, qui vont être l'ADC, c'est le coefficient apparent de diffusion, la fraction d'anisotropie et plein d'autres dérivés. Ensuite, on va extraire de ça la fraction d'anisotropie, c'est-à-dire le caractère anisotrope du truc. Alors, c'est toujours aussi moche. Je vous rassure, ça va s'améliorer. On fusionne ça avec des images. J'essaie toujours de zapper. Voilà, on fusionne ça avec des images. C'est des images 3D, donc c'est relativement facile. Et ensuite, voilà, on commence à obtenir les fibres du LCA qu'on arrive parfaitement à tracter. Donc on appelle ça de la tractographie, parce que tout ce que je vous ai expliqué, bien sûr, j'ai dû le relire hier soir, il y a une semaine, que je l'avais oublié, alors j'ai fait ma thèse dessus en 2005, mais j'oublie ça à chaque fois, c'est quand même relativement compliqué. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on tracte des fibres, et que ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à les tracter, quelle est leur orientation, et surtout quelles sont les valeurs de cette fraction d'anisotropie au niveau de ce ligament. Voilà, alors là par exemple vous avez un ligament croisé postérieur et vous allez me dire il tracte mal. Effectivement, il y avait une rupture partielle au niveau de son coude ici, juste au sommet de l'échancrure intercondylienne, et vous voyez, vous avez à chaque fois que vous mettez une région d'intérêt, les valeurs de fraction d'anisotropie et de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Où est-ce qu'on en est? Moi, quand on m'a proposé de parler sur ça, on commençait à peine l'étude et du coup c'était il y a 1 an. On est encore au développement des séquences. Vous avez vu, c'est très technique. Et pour se mettre exactement à ce qui est fait dans la littérature, il faut vraiment un développement énorme. Mais quand on regarde, ça ce sont des moyennes simples que j'ai fait sur tous les patients que j'ai vus. Je ne vous mets pas les écartifs, etc. Ça ne sert à rien, c'est pour avoir une idée du sens dans lequel ça va. Si mon collègue scientifique était là, il m'arracherait les yeux. Donc, en gros, quand pour les LCA sains, on voit qu'on a une fraction d'anisotropie qui est à 0,7, mais par contre, quand il est pathologique, on voit qu'elle est presque 2 fois inférieure. Pareil pour le ligament croisé postérieur sain et le ligament croisé pathologique qui, lui aussi, est inférieur. L'ADC, je vous ai dit, c'est le coefficient apparent de diffusion, ça marche moins bien. Autant ça marche pas mal pour le LCA, autant pour le LCP, je crois qu'on s'est un petit peu loupé. Mais on verra ça sur l'étude complète. Alors, quand on reprend un petit peu les études, vous verrez qu'est-ce qu'on va faire là de ça. Déjà, on va essayer de valider ces chiffres sur les sujets sains. Il faut avoir des normes. Et ensuite, on va évaluer particulièrement les ruptures partielles, soit en aigu, soit en chronique, pour essayer de voir si cette fraction d'anisotropie peut aider, nous aider à faire le diagnostic et vous aider à les prendre en charge. Dans la littérature, il y a peu d'articles. J'ai refait la biblio hier soir, on n'est pas trouvé plus de 4, ce qui est vraiment extrêmement maigre parce que c'est un domaine dans lequel on publie énormément. Et en fait, cette fameuse tractographie, c'est très facile à faire sur le crâne, sur le cerveau, très facile à faire sur les nerfs périphériques, beaucoup moins sur les ligaments. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est des côtés techniques, ils ont du mal, mais comme nous, on a une bonne équipe de techniciens, j'en profite, et on essaie de le développer. Voilà. Donc, quelques mots pour conclure rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà qui n'est pas de la science avancée? Ça, c'est un truc, les patients arrivent tous en me demandant alors, mon LCA, est-ce qu'il est pété? Et je suis toujours étonné parce qu'apparemment, le médecin lui a présenté l'IRM comme étant l'examen déterminant. Or, un ligament croisé antérieur, on ne sait pas sur l'IRM s'il est pété, c'est-à-dire soit on le savait avant, et dans ce cas-là, le médecin n'a peut-être pas eu le courage de dire au patient, ou il préfère qu'il pleure chez nous que chez lui, soit l'examen clinique était extrêmement difficile, et il faut savoir que l'imagerie peut être aussi difficile. Donc, en gros, l'IRM, elle est là pour chercher des lésions associées, c'est ça qui compte. Pour autant, le diagnostic de rupture complète, c'est quelque chose qui est facile à faire. Si on applique rigoureusement tous les signes qui sont dans la littérature, et je vous ai donné au moins les signes indirects, ça marche très très bien. Le diagnostic de rupture partielle, qui, même si cette rupture n'est que partielle, est souvent incompatible avec une reprise
à haut niveau de sport de pivot comme le football, ça reste ardu ce diagnostic. Et donc, il faut essayer de tirer avantage des nouvelles technologies, le 3D dont je vous ai parlé, qui est vraiment un truc pas mal, parce que vous pouvez aussi regarder ces 3D, hein, c'est 200 images que vous pourrez regarder sur vos ordinateurs. Maintenant, même les tout petits viewers qui sont avec les CD vous permettent de faire ces reconstructions-là. Et puis, quand c'est compliqué, voilà, il faut se méfier de ces analyses morphologiques isolées. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement précis, hein, rupture à 46% du faisceau postérolatéral et à 32% du faisceau postérolatéral. Mais il faut vraiment se méfier des analyses uniquement morphologiques. Quand on vous montre une corde, on vous dit est-ce qu'elle tient, vous tirez dessus. C'est la même chose avec un ligament croisé antérieur. Soit il faut se fier au diagnostic clinique, s'il est possible. Si l'examen clinique est impossible, eh bien, il reste les examens dynamiques, hein, le télos, GNRV, caténine. Et puis, il y a ces nouveaux éléments, l'étude fonctionnelle de l'organisation interne, qui est extrêmement prometteuse et qui, à mon avis, dans 6 mois, 1 an, va commencer à être demandée en routine. Voilà, je vous remercie.